Au sommaire, les danseurs Mohamed Samb et Amadou Badiane condamnés à 1 an de prison, dont 1 mois ferme. Le tribunal des flagrants délits de Dakar les a reconnus coupables d'actes impudiques et d'outrage public au bon mars. Blocage du Conseil supérieur de la magistrature, pas une réunion depuis plus d'1 an et des postes importants tardent à être pourvus. Explication à suivre dans ce journal. Nous irons à l'université Cheikh Anta Diop au lendemain des sanctions prises par le conseil de discipline à l'encontre des dizaines d'étudiants. Vous l'entendrez, les avis sont partagés sur le campus. Concours de l'entrée en 6e et examen du CFE, jour J, pour plus de 293 000 élèves du CM2. Langue, communication et compétences au menu de ce matin. Le tout dans le respect des gestes barrières anti-Covid-19. Lutte contre les refus de paternité. L'organisation Touche pas à ma sœur lance une pétition pour la révision du code de la famille. À suivre, le journal de la Tabaski qui sera présenté par Nafissatou Silla à la fin de cette édition. À la mise en onde, Abdoulaye Diop. Souleymane Niang. Nous venons de l'apprendre, Capin Bassène, Ampoy Bodian et les autres personnes détenues dans le cadre de l'enquête sur l'affaire du massacre de Bofa viennent de décider de suspendre leur mot d'ordre de grève de la faim. Nous y reviendrons au cours de ce journal. Le verdict est donc tombé dans le procès des 2 danseurs de Wally Seck. Mohamed Samb alias Ahmed Chou et Amadi Badiane ont été reconnus coupables d'actes impudiques et d'outrage public au bon mars, puis condamnés à 1 an de prison, dont 1 mois ferme. Je rappelle qu'ils avaient été placés sous mandat de dépôt le 25 juin dernier après un concert du chanteur Wally Seck, lors duquel ils avaient commis l'acte pour lequel ils ont été jugés devant le tribunal des flagrants délits de Dakar. Un verdict acceptable selon leur avocat. Toutefois, Maître Abdou Diali Kane annonce qu'ils vont interjeter appel de la décision. Le voici au micro de Salimata Aou. Je considère que c'est une décision acceptable dans la mesure où, dans le cas d'espèce, comme nous l'avions dit sur l'audience, les faits étaient à la fois répréhensibles et compréhensibles. Il me semble que c'est ce qui transparaît dans la décision que le tribunal des flagrants délits de Dakar vient de rendre en déclarant les prévenus coupables et en les condamnant à 1 an, dont 1 mois ferme. Néanmoins, je pense que je vais relever appel uniquement pour le bien du droit, que je considère qu'il nous faut une autre lecture par une juridiction supérieure sur les faits. Mais globalement, et à titre personnel, de façon libre, je considère que c'est une décision acceptable. Restons avec l'institution judiciaire pour évoquer ce qui ressemble de plus en plus à une paralysie du Conseil supérieur de la magistrature. L'organe qui, entre autres, gère la carrière des magistrats ne s'est pas réuni depuis le début de l'année 2021, même au-delà. En lieu et place, les consultations à domicile sont en passe de devenir la règle. Plus de précisions avec vous, Mohamed Ali Mouba, en direct dans ce studio. Le dernier Conseil supérieur de la magistrature remonte à mai 2020 et pourtant, depuis les dernières réformes de 2006, il est institué 2 sessions chaque année. Que se passe-t-il? C'est qu'à chaque fois que l'instance tarde à se réunir, il se pose soit un problème de calendrier du chef de l'État, président du Conseil supérieur de la magistrature, une question d'opportunité ou alors des consultations à domicile qui remplacent les sessions ordinaires. Mais dans ce contexte de vacation du poste de doyen des juges, la question de l'opportunité ne se pose pas. Ensuite, selon toute vraisemblance, le poste de procureur de la République doit être pourvu. Son actuel titulaire, Serigne Bassirou Gueye, a fait 8 ans au poste, un record selon les spécialistes, d'autant que les magistrats avaient obtenu du ministre de la Justice que magistrat ne puisse plus se sédentariser en poste, en tout cas pas plus de 5 ans. Selon des sources toujours, ce retard pourrait s'expliquer par les réglages pour pourvoir à ces postes très convoités, l'exécutif ayant un œil sur ces 2 postes clés de la justice. Et pourtant, le juge Dème, dans un article intitulé « Le Conseil supérieur de la magistrature, l'indispensable réforme », le juge Dème avait donc émis l'idée de diminuer la surreprésentation aux magistrats au sein de ce conseil, moins de 10% des effectifs, ces magistrats, et pourtant, ils sont 90%, on les retrouve à 90% dans ce conseil.
et son ouverture aussi à des personnalités extérieures à la magistrature. Mohamed, ce sont ces deux réformes. N'est-ce pas, Mohamed Ali Mouba, merci en direct dans ce studio. Des dizaines de milliers de cas de refus de paternité recensés sur l'ensemble du territoire national. Kolda, Ziguinchor et Tambacounda, les régions les plus touchées par ce phénomène. Une enquête réalisée entre 2019 et 2020 par l'organisation Touche pas à ma sœur. À ce propos, une proposition de loi sera soumise ou faite aux députés, en plus de la position qui, en tout cas pour une révision du code de la famille. Écoutons Ismaël Kambi, le responsable de l'organisation Touche pas à ma sœur, avec Amadou Sabarba. C'était les cas issus de la Casamance. Auprès des 1416 femmes qui ont été violées par les rebelles, des enfants qui sont issus de ces viols ont été par la suite récupérés par un autre groupe qui travaille de façon indépendante avec ces rebelles-là, juste après les moments de sevrage. Et le fait le plus étonnant est que 7 parmi eux ont essayé, je ne sais pas comment, pour entrer en contact avec leur mère. En tout cas, une de ces mères m'a confié, quand j'essayais de prendre les témoignages, qu'une centaine de rebelles ont rallié Dakar en groupe dispersé pour venir participer aux événements du mois de mars. C'est quelque chose que je tenais à dire, que les Sénégalais soient informés de ce qui s'est passé au mois de mars. Voilà pourquoi on avait vu des personnes qui détenaient des armes, des revolvers, etc. Surtout pour ce qui s'est passé à Auchan de Kermassar. Donc on parle même des forces occultes. Absolument. Voilà pourquoi je dis que le ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Diome, que je n'ai jamais rencontré auparavant, je ne le connais même pas. Lui, quand il disait que on avait été infiltré par des forces occultes, aujourd'hui, j'affirme que le ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Diome, disait vrai. Les rebelles avaient infiltré les mouvements de contestation nés de l'affaire Ousmane Sonko Adji Sarr au mois de mars 2021. Une pétition est en cours pour la révision du code de la famille à ce sujet. Et puis les populations de la région de Kédougou ont peur après le braquage qui a fait 2 morts hier dans le village de Djendji. Face à cette insécurité, les autorités municipales demandent le retour des postes de gendarmerie avancés dans la région. Détail avec notre correspondant Ibrahima Djebahate. 2 morts et plusieurs biens emportés, c'est le bilan d'un braquage survenu à Djendji, localité située dans la commune de Bandafassi, à une vingtaine de kilomètres au nord-est de la commune de Kédougou. Néné Mamadou Souare est le chef de village de Djendji Diakha. Voilà, donc ce soir là-bas, on a eu un attentat sur la route de Djendji. Donc 2 morts, les autres là, ils ont manipulé les autres. Ça va 8 personnes comme ça qui ont frappé, prendre des portables d'argent. Voilà. Maintenant, les 2 personnes là, ils ont tiré. Voilà. Donc 2 personnes, ils ont tiré 2 personnes. Voilà. Donc c'était ça quoi. Maintenant, en tout cas, nous vraiment, on a besoin de la sécurité à l'heure là vraiment. On a besoin beaucoup de la sécurité de Djendji. Alertés, les éléments de la brigade de gendarmerie territoriale de Kédougou se sont déployés sur les lieux pour procéder au constat d'usage. Aujourd'hui, au regard de la prolifération des sites d'orpaillage à travers la région, l'érection de postes de gendarmerie avancés s'impose pour mieux faire face à cette recrudescence subite de l'insécurité dans ces zones convoitées par des milliers de personnes venues d'horizons divers. Ibrahima Diabakhate, Kédougou, RFM. RFM, fréquence de modulation 94.0, la radio en puissance. Au lendemain des décisions du conseil de discipline de l'UCAD, l'université Cheikh Anta Diop de Dakar dégage une certaine sérénité. Malgré quelques contestations, plusieurs étudiants sont d'avis que les sanctions étaient nécessaires. Leurs camarades ont abusé de la violence. Ils espèrent que cette sanction n'aura pas d'autres conséquences plus désastreuses. En tout cas, la police est sur place pour veiller au grain. Reportage Anna Rocha. Sur la corniche ouest de Dakar, face au rectorat de l'UCAD, un impressionnant dispositif sécuritaire. Véhicules, camions, blindés. Pourtant, au sein de l'université, la plupart des étudiants sont dans leur train-train quotidien. Ahmadou Sek, inscrit en 4e année de pharmacie, parle de décisions exemplaires. Si on voit quelques violences, on ne peut pas rester sans faire quelque chose. Donc c'est la raison pour laquelle
les autorités, je pense qu'ils ont pris ces décisions-là pour montrer aux étudiants que l'université n'est pas un site pour faire des violences ou bien pour faire d'autres choses. Je crois que c'est un exemple qu'on donne aux autres étudiants. Tenu décontracté, Ismaïla Diop pense également que les sanctions prises par le conseil de discipline étaient un mal nécessaire. Il fallait des mesures parce que ça a commencé à être vraiment invivable, les violences au sein de l'université. Les sanctions étaient nécessaires. Une minorité qui se comporte d'une certaine manière, on ne peut pas considérer cela comme le fait de tous les étudiants. Au-delà des sanctions, il faut prendre le taureau par les cornes, régler de manière définitive les différentes demandes des étudiants de l'UCAD. Augmenter le dialogue entre étudiants et autorités ou responsables au sein de l'université et aussi mettre en place des actions qui permettront de prévenir ces genres de cas. Depuis une semaine, le calme est bien revenu à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Les dernières violences avaient choqué plus d'un. Aujourd'hui, ces étudiants en appellent à la responsabilité de leurs camarades. De son côté, la coalition des étudiants pour la défense des étudiants sanctionnés fustige la procédure utilisée par le conseil de discipline de l'université. C'est irrespectueux, précipité et irresponsable selon les responsables de cette coalition. Ils disent avoir déposé un recours et donnent au recteur un ultimatum de 72 heures. Voici Mbaye Diop Isma avec Mamadou Oumaba. Nous fustigeons l'irresponsabilité de nos autorités pour plusieurs causes. Tout d'abord, on nous a conviés à un conseil de discipline de façon active avec des procédures vicieuses et le recteur s'est permis de sanctionner des étudiants et avec de lourdes sanctions même, sans pour autant leur donner des motifs valables. Parce que il a dit à certains de ces étudiants qu'ils ont envoyé des messages aux doyens alors que ce n'est pas le cas. Il y a d'autres étudiants aussi, pour juste montrer l'irresponsabilité de l'administration, ils les ont conviés le jour même du conseil de discipline. Est-ce que vous trouvez cela normal? Il y a de ces étudiants à qui on a sanctionné et qu'ils n'ont rien fait et qu'ils n'étaient même pas présents le jour des faits. Aujourd'hui, nous avons déposé un recours. Nous n'allons pas attendre. Nous lui donnons un ultimatum, 72 heures. S'il ne réagit pas par rapport à ce recours qu'on a déposé aujourd'hui, nous allons passer à la vitesse supérieure. Venons-en maintenant à l'examen du CFE et au concours de l'entrée en 6e qui ont débuté ce matin à l'école d'Erclé. 237 candidats ont planché sur les épreuves. Pour ce premier jour, les élèves ont donc fait langue, communication et compétences, des sujets jugés abordables par les élèves et les enseignants. Au plan des dispositions, au plan sécuritaire, au plan sanitaire, des dispositions ont été prises pour le respect des gestes barrières. Dans les salles de classe, le nombre de candidats était par exemple limité à 20. Barthélémy Ngom. Je peux même dire que le CFE est l'examen le mieux organisé, le plus sérieux du Sénégal. Cheikh Thiam, le président du centre, rassure ainsi quant à l'organisation de l'examen. Toutes les dispositions ont été prises, surtout pour la sécurisation des sujets. Tout est nickel. Donc on a assez de surveillants. Le secrétariat aussi est gonflé. On a tout ce dont on a besoin pour vraiment réussir l'examen. Pas d'absent. Tout le monde est là. Par rapport au sujet, oui, tout est OK. Des sujets donc bien sécurisés. Ce matin, les candidats ont subi les épreuves de langue et communication et la compétence, rédaction en termes simples, des sujets qui aux yeux de Moussa Ndiaye, enseignants, sont abordables. Pour le moment, les sujets ça va parce que les élèves ont déjà vu ça. Sujet abordable, confirmation d'une candidate, Mam Mariam Diop. On a fait français puis dessin. Ça va, c'est abordable. On n'a pas eu de difficultés à répondre aux questions. Vous avez espoir? Oui. L'examen de cette année se déroule dans un contexte particulier marqué par une augmentation des cas positifs de Covid-19. Mais pour parer à toute éventualité, des instructions ont été données aux responsables des centres d'examen. Cheikh Thiam. Oui, nous, notre IF, il nous avait instruit qu'aucun élève ne soit à l'école sans masque. Il avait même demandé au directeur de doter les écoles de masques en cas où il y a un élève qui n'a pas de masque, qu'on puisse lui donner son masque. Et les surveillants, et le secrétariat, et le président, on avait dit qu'aucun élément ne soit dans l'école sans masque. Partout, il y a des lave-mains, il y a des savons, il y a des gels, il y a tout. La distanciation aussi est respectée au niveau des classes. Dans chaque classe, il n'y a que 20 élèves. Aucun problème donc n'a été noté au premier jour de l'examen, du moins pas ici à l'école d'Erclé 2. Tous, y compris les parents d'élèves, souhaitent que ce soit ainsi jusqu'à la fin de l'examen.
À Saint-Louis, parmi les 5056 candidats au CFE dans l'IF de la commune, il y a une élève handicapée du nom de Mariam Gaye. Elle a perdu la vue depuis 2017. Intégrée grâce au système inclusif, Mariam Gaye compose au centre d'examen de Boligao. Elle déclare que les épreuves sont bien à sa portée. Notre correspondant Mohamed Nabi Silla est allé à sa rencontre. L'élève non-voyant de l'école Boligao, Mariam Gaye, parle des épreuves passées depuis le matin. Nous avons fait langue et communication, ensuite compétences, production d'écrit. J'ai bien travaillé depuis ce matin. Ça, c'est très facile, machallah. J'ai perdu la vie depuis 2017. Pour cet examen de CFE, l'élève non-voyant Mariam Gaye a été bien préparé à partir d'une classe inclusive de CM2 de l'école Boligao qui fait office de centre d'examen. Monsieur Mamadou Ndiaye, formateur dans le cadre du projet d'éducation inclusive HSC INEFJA au niveau de l'inspection d'académie de Saint-Louis. Ça a été un processus pour qu'elle arrive à ce niveau-là parce qu'elle a fait le CM2 comme les autres élèves non-voyants et maintenant, arrivé le jour de l'examen, elle va composer comme les autres. Mais c'est une élève aussi qui nous vient de Ndiandan. De l'espoir pour réussir cet examen, Mariam Gaye en a d'autant plus qu'elle avait passé avec succès les essais et examens blancs. Les compositions et les essais, j'ai réussi tous les essais. Tous les essais en classe ou bien l'essai départemental. Les compositions, ça s'est bien passé. Seule candidate à l'inspection d'éducation et de la formation de Saint-Louis commune, élève non-voyant, Mariam Gaye fait partie des 5056 candidats qui sont en examen. RFM Saint-Louis, Mohamed Nabissila. Les épreuves du CFE et de l'entrée en 6e qui ont donc débuté ce matin. Prochaine étape, la correction des copies. À ce sujet, le secrétaire général du CELS authentique déplore les corrections sur place pour l'entrée en 6e et le CFE. Abdou Fati demande le retour des commissions régionales de correction. Il est au micro d'El Hadj Ndiogoudienne. Les épreuves du certificat d'études et de l'entrée en 6e sont en train de se dérouler, mais un problème de sincérité et de crédibilité de ce concours-là se pose avec acuité. Parce que comme vous le savez, l'année dernière, pour cause de Covid, on a corrigé sur place, c'est-à-dire les enseignants, les maîtres de CM2 ont corrigé leurs propres élèves. Et il ne faudrait pas prendre comme prétexte la Covid et verser dans la facilité pour reconduire cela cette année. Parce que nos élèves ne seront plus efficaces, ne seront plus compétitifs. Par conséquent, nous demandons à l'autorité de ressusciter les commissions régionales pour que, par exemple, dans la région de Matam, les copies de Kanel puissent aller à Ranérou, celles de Ranérou puissent aller à Matam, vice-versa, pour avoir un examen crédible, un examen fiable et des élèves compétitifs prêts à affronter la classe de 6e, prêts à affronter le moyen secondaire. Dans le secteur de la santé, ce mouvement d'humeur à l'hôpital principal de Dakar, le syndicat des travailleurs civils du dit hôpital dénonce ce qu'il appelle des dérives administratives à l'encontre du personnel civil. Ces syndicalistes sont contre les agissements du comptable et exigent son départ. Voici Abdoulaye Tchaou, secrétaire général du syndicat des travailleurs civils de l'hôpital principal, au micro de Pape Balagueye. Nous avons décidé de tenir une assemblée générale pour d'abord nous offusquer, dénoncer l'attitude de l'ACP, surtout par rapport à la dernière décision prise concernant le paiement de l'avance tabaski, aussi bien sur le retard qui n'a jamais eu à principal et le mode de paiement aussi. Sur la même lancée, nous allons demander son départ parce qu'il juge lui-même ne pas avoir les épaules assez larges pour gérer la complexité de l'hôpital principal, l'ampleur de l'hôpital principal. Sur un autre tableau, nous avons décidé de dénoncer toutes les dérives administratives concernant le personnel civil, allant des contrats aux conventions et aux autres aspects. C'est sur ces différents points et le compte-rendu des activités que nous voulons échanger avec le personnel et ensemble mener les combats qui sied pour que ces problèmes soient réglés définitivement
à l'hôpital principal. Voyons à présent le point du jour de la pandémie de Covid-19 au Sénégal. 121 nouvelles contaminations ont été détectées sur 1255 tests réalisés. Le nombre de nouveaux cas et de tests réalisés est à la baisse, mais 3 décès ont été enregistrés hier lundi, en nette hausse par rapport à la mortalité durant les derniers jours. Un mot de politique pour boucler cette première partie de cette édition. La commission politique du dialogue national est contre la suppression du parrainage à la présidentielle et aux législatives comme demandé par la Cour de justice de la CEDEAO. Des recommandations ont été faites pour améliorer le système de parrainage selon Ousmane Tchouf, un des plénipotentiaires du pôle des non-alignés. Il était l'invité des RFM Matin aujourd'hui. La question du parrainage a été abordée, mais sous un angle où nous avons tout simplement dit qu'il fallait corriger cette formule qui a valu qu'on aille à l'élection présidentielle, formule que nous avions jugée insaisissable. On ne pouvait pas savoir comment est-ce que le contrôle se faisait, la fiabilité du processus de bout en bout. Toutes ces choses ont été convoquées et nous avons dit qu'il faut recadrer et refaire la formule pour en arriver à un parrainage où, au lieu de faire une vérification par voie électronique, on s'arrête à une vérification de liste, donc la vérification de la signature de celui qui vient pour être le parrain d'un candidat. Alors, sur ces conclusions, nous avons trouvé un consensus pour que ce parrainage soit rétabli, soit réformé. Donc pour vous, pas question de supprimer le parrainage comme le demande la Cour de justice de la CEDEAO? Non, nous n'avons pas parlé de supprimer le parrainage, mais de le réformer pour lui donner toute la couche et la touche de légalité qui peut faire que la vérification, qui tient une part très importante dans ces listes de parrainage-là, que cela puisse être fait par une vérification sur une liste et une vérification de la signature du parrain. RFM. L'actualité internationale. Le journal Inter avec vous, Georges Détié Diop. Bonjour. Bonjour Souleymane Niang. Encore un enlèvement de lycéens au Nigeria. Ce sont 140 lycéens qui ont été kidnappés dans le nord-ouest du pays. Des hommes armés ont attaqué dans la nuit de dimanche à lundi un pensionnat de l'état de Kaduna. Un responsable de l'établissement a indiqué à l'AFP qu'au total 165 lycéens dormaient dans le pensionnat, mais les assaillants ont amené avec eux 140 élèves. 25 ont réussi à s'échapper au Mali. Une preuve qui soulage peut-être les familles de 2 otages. Le sous-préfet de Farako enlevé le 13 décembre 2019 et le préfet de Gourma Raous enlevé le 2 mai 2020 apparaissent dans une vidéo diffusée hier par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Le sous-préfet de Farako demande au gouvernement malien de s'investir pour sa libération. Quant au préfet de Gourma Raous, il explique vouloir se rendre près de sa famille et de ses amis. Au Mali toujours, le fils de l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta est sous le coup d'un mandat d'arrêt international émis par Interpol, cela à la demande d'un juge d'instruction du tribunal de grande instance de la commune 4 de Bamako. Karim Keïta est visé par une enquête sur la disparition du journaliste d'investigation Birama Touré depuis 2016. Karim Keïta aurait trouvé refuge à Abidjan après le coup d'état militaire qui a renversé son père en août 2020. Et au Togo, 9 pirates condamnés à de lourdes peines de prison, des peines allant de 12 à 20 ans d'emprisonnement. Au total, 10 prévenus, 7 Nigérians, 2 Togolais et un Ghanéen, étaient jugés pour piraterie, violence volontaire et groupement de malfaiteurs. Ils ont tenté de détourner un navire dans les eaux togolaises en mai 2019. En Côte d'Ivoire, Simone Eivek Gbagbo brise le silence. On ne l'avait pas entendu depuis le retour de Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, elle dit ignorer le débat autour de leur divorce selon l'ex-première dame. Le meilleur reste à venir, Gobi Ayabi. Simone Eivek Gbagbo est sortie du silence dans lequel elle s'était enfermée depuis le retour de Laurent Gbagbo. Ce mardi 6 juillet 2021, 3 semaines après, elle a produit une vidéo dans laquelle elle ne fait pas référence au divorce introduit par son époux qui vit désormais avec Nadi Bamba, mais appelle à ses frères et sœurs à rester calmes tout en gardant la vision initiale. Le président Laurent Gbagbo est enfin parmi nous. Tout comme moi, vous avez été nombreux à lui réserver un accueil très chaleureux. Je vous en remercie.
et je vous en suis très reconnaissante. Notre vision commune d'une nation forte et souveraine, le président Laurent Gbagbo l'a portée avec un brio inégalé encore aujourd'hui. Ce retour a été aussi le fruit de l'accord du chef de l'État, M. Alassane Ouattara. Et je viens encore une fois plaider, notamment faire revenir au pays Charles Blé Goudé et tous les nombreux fils et filles de la Côte d'Ivoire encore en exil. Je voudrais terminer mes propos en vous invitant une fois de plus à garder le cap. Tout va bien. La réaction de Simone Gbagbo face à ce que les internautes ivoiriens ont qualifié de novelas Gbagbo était très attendue depuis l'incident du retour de Laurent Gbagbo à l'aéroport le 17 juin dernier. Mais elle a déjoué tous les pronostics qui annonçaient déjà l'apocalypse. Ici à Abidjan, Bobier et Abi, RFM. Georges, en Mauritanie, le président Razouani veut réguler Internet. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a annoncé le renforcement des textes qui encadrent l'utilisation d'Internet afin de lutter contre les appels à la haine. Le président mauritanien était en tournée agricole à Rosso, ville située à la frontière avec le Sénégal. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani au micro de Mohamed Diop. L'utilisation d'Internet pour saper la stabilité publique, propager de fausses rumeurs ou répandre la haine et inciter des groupes sociaux contre d'autres est inacceptable. Celui qui tente cela jouera avec le feu et ça, je ne le conseille pas. À très bientôt d'ailleurs, tous les départements concernés vont travailler sur la modification des textes juridiques pour mettre fin à ce phénomène destructeur. Mais je peux vous garantir qu'il n'y aura pas d'atteinte aux libertés individuelles ou collectives, ni à celles garanties dans la Constitution. Et pour terminer, Souleymane, le crash d'un avion en Russie, c'est un Antonov transportant 28 personnes qui s'est écrasé ce matin. Aucun survivant n'a été retrouvé. Selon le ministère des Urgences, l'avion était en route de la capitale régionale Petropavlovsk-Kamchatsky vers Palma lorsqu'il a perdu le contact avec la tour de contrôle. L'agence de presse Interfax a indiqué que l'appareil se serait écrasé contre une falaise alors qu'il s'apprêtait à atterrir dans des conditions de mauvaise visibilité. Merci Georges Détié-Diop à 12h27. RFM Sport. Pour le journal des sports, accueillons Youssouf Bodian, bonjour. Bonjour Souleymane et bonjour à tous. Coupe du monde de basketball masculin U19, le Sénégal a perdu son 3e match. Les Lions ont été battus ce matin par le Canada 56-85. C'est la 2e défaite du Sénégal qui avait remporté son premier match dans ce tournoi. Les poulains de Parfait Adjuvant qui sont qualifiés pour les 8e de finale au même titre que les 16 autres équipes qui participent à cette Coupe du monde qui se déroule en Lettonie. L'enjeu était d'avoir un bon classement afin d'éviter donc les grosses équipes en 8e de finale. Le Sénégal devrait terminer à la 3e place du groupe devant le Japon. Football Euro 2020, les demi-finales démarrent ce soir. Wembley sera le théâtre d'un choc entre l'Italie et l'Espagne à 19h, temps universel. Ce sont les deux meilleures attaques de l'Euro 2020, la 4e fois consécutive que ces deux sélections s'affrontent dans une telle compétition. L'affiche de la première demi-finale de l'Euro 2020 nous est présentée par Solacham. La Squadra Azzurra, l'Italie, et la Furia Roja, l'Espagne, ouvrent le bal pour ces demi-finales ce mardi à Wembley. Il y a 3 ans, les Italiens, quadruples champions du monde, manquaient la qualification pour le mondial en Russie. Mais avec Roberto Mancini aux commandes, l'Italie a retrouvé ses marques, avec en plus la série record de 32 matchs consécutifs sans défaite du sélectionneur. L'Italie reste confiant pour cette demi-finale
demi-finale. Après avoir sorti la Belgique lors des quarts de finale, l'Italie a enregistré ainsi sa 15e victoire consécutive dans le championnat d'Euro de l'UEFA. Un nouveau record dans la compétition, éclipsant la marque de 14 qu'elle partageait auparavant avec l'Allemagne et la Belgique. Son adversaire du jour, l'Allemagne, a aussi été poussive dans cet Euro. La Roja a dû faire preuve de courage pour atteindre le dernier carré d'as, faisant plier la Suisse au tir au but après un match nul. Concernant leur confrontation, l'Italie a mis fin à l'aventure de l'Espagne pour l'UEFA Euro 2016 en 8e de finale. Ces deux équipes se sont rencontrées à 2 reprises pour la Coupe du Monde 2018, soldée par un nul et une victoire pour l'Espagne. En somme, ces deux nations se sont rencontrées à 37 reprises. Elles ont enregistré 11 victoires chacune et 15 nuls, avec 2 victoires italiennes, une espagnole et 3 nuls en 6 rencontres de l'Euro. Avec cette 38e rencontre contre l'Espagne, l'Italie est désormais l'adversaire le plus fréquent de l'Espagne, à égalité avec le Portugal. Pour cette demi-finale, l'UEFA a confirmé la présence de 60 000 personnes à Wembley. Les supporters venus d'Italie ou d'Espagne ne pourront pas assister à cette rencontre ce mardi à 21h locale et 19h GMT. Sur le Tcham, donc les deux équipes qui vont compter sur leur diaspora en Angleterre pour les supporter lors de ce match entre l'Espagne et l'Italie. José Mourinho qui mise sur la Squadra Azzurra pour l'entraîneur de l'AS Roma. L'Italie est favorite et devrait disputer la finale de l'Euro 2020. Cyclisme, le Tour du Fleuve se poursuit. Les coureurs venus d'une dizaine de pays sont depuis 3 jours sur les routes du nord du pays. Une course de 1500 km sur 7 étapes. Le maillot jaune est malien depuis le début de cette course. C'est d'ailleurs l'équipe favorite de cette compétition. L'objectif est de remporter toutes les étapes selon le président de la Fédération malienne de cyclisme, Sidiki Bakayoko, c'est son nom. Il est au micro de notre envoyé spécial sur la route du Tour du Fleuve, Mamadou Diagne. Exactement, nous sommes à notre première participation à ces tournois-là, Tour du Fleuve Sénégal, mais ça fait effectivement leur 3e édition. Donc nous on a tout fait pour être là, accompagner effectivement ce qu'ils sont en train de faire comme travail. Parce que le fleuve du Sénégal, c'est comme le Mali et Sénégal, c'est le même pays pratiquement. Donc ça nous fera toujours plaisir d'être présents à toutes les compétitions importantes. Si longtemps il y a d'autres pays, même s'il y a un autre pays invité qui sera là avec les Sénégalais, nous on souhaiterait participer à toutes les compétitions qui vont se faire ici au Sénégal. Et le traitement aussi à hauteur de souhait. Je souhaite que cette action soit pérennisée, qu'il continue à organiser vraiment ces tours-là, ça nous fera plaisir. L'objectif, c'est de retourner avec la tunique jaune, chers amis. Nous, on est venus pour le maillot jaune. Chaque fois qu'on sort pour une compétition, le seul objectif, en tout cas, l'instruction ferme du ministre, c'est de tout faire pour retourner avec le maillot jaune. Quel qu'en soit le dévouement des coureurs, c'est vraiment de retourner avec la tunique jaune. Et Inch'Allah, au soir du 10, on va retourner avec le maillot jaune au Mali. Sidi Bakayoko, le président de la Fédération malienne de cyclisme, les Maliens qui pour le moment dominent ce Tour du Fleuve, ce Tour cycliste, Suleiman. Merci Youssouf Bodian, il est 12h32. RFM, la presse du jour. NSIA Auto, une seule assurance pour une multitude d'avantages. Souscrivez en ligne, choisissez votre garantie, payez et faites-vous livrer votre attestation d'assurance. En plus des garanties automobiles, profitez d'une assistance à l'étranger sur tous les frais médicaux d'urgence et d'hospitalisation. En cas de voyage, en cas de panne ou d'accident, bénéficiez d'une assistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 partout au Sénégal. Mieux encore, déclarez vos sinistres en ligne et nous vous garantissons un règlement rapide. Téléchargez vite notre application NSIA Connect ou rejoignez-nous sur www.nsiaassurance.sn. Avec NSIA, la seule compagnie d'assurance certifiée qualité USO 9001 au Sénégal. Votre satisfaction est assurée. NSIA Assurance 33 889 60 60 33 889 60 99. NSIA, le vrai visage de l'assurance et de la banque. NSIA Assurance Auto vous offre votre revue de presse. La presse de ce mardi 6 juillet 2021, lue et commentée par Georges Détié-Diop. C'est fait. Le projet de loi portant code électoral adopté hier en Conseil des ministres. Et tous les journaux ou presque s'en font l'écho. Fait marquant, comme le souligne l'Observateur, tous les points de consensus ont été adoptés, ce que confirment les Échos. Selon le journal, Macky valide les consensus. Mon confrère souligne cependant qu'il reporte l'arbitrage des divergences. Quelques nouveautés rapportées par les Échos. Les têtes de liste majoritaires gagnantes seront élues maires ou présidents de conseils départementaux. Seulement pour Dakar, Pikine, Rufisque, Guédiawaye et Pikine, la tête de liste proportionnelle qui gagne devient le maire de la ville. Aussi, le parrainage est-il supprimé pour les
partis et coalitions de partis, mais maintenus pour les indépendants. Pour ce qui est des votes hors bureau, ils sont réglementés. Il ne sera plus permis à quelqu'un de voter hors de sa circonscription départementale d'inscription. Bref, l'AS détaille dans sa livraison du jour les points phares du nouveau code électoral. Alors que, dans Vox Populi, Maître Ousmane Sey, membre de la commission politique, confie qu'il y a 60 à 70 modifications du code électoral. Qu'en est-il des cas Karim et Khalifa? Tribune souligne que si le Conseil des ministres convoqué par Macky Sall ne décide pas le changement des dispositions des articles L27 et L31, ils ne seront pas candidats aux élections locales et suivantes. En tous les cas, Sud Quotidien indique que la promulgation officielle est attendue avant la date butoir du 23 juillet prochain. Et l'Observateur d'embrayer que le projet de loi va être examiné à l'Assemblée nationale au plus tard le 13 juillet pour respecter les délais de recours. En attendant, Le Soleil note que les acteurs saluent la célérité du gouvernement. Et dans Source A, Mouniaï Cissé de l'ONG 3D confie que c'est un bon projet de loi parce que les modifications concernent les consensus qui ont été obtenus dans le cadre du dialogue politique et il faut se féliciter selon lui de ces consensus. Pour les cas Karim et Khalifa, Mouniaï Cissé indique que leur déchéance est atemporelle alors qu'il faut pouvoir régler cette question. Hier, en Conseil des ministres, le chef de l'État a invité à limiter les manifestations pour prévenir une troisième vague de la pandémie de Covid-19. Une troisième vague que le témoin met sur le dos du pouvoir et de l'opposition. Et pour cause, souligne le journal, du simple au centuple, les cas explosent dans notre pays. En moins d'une semaine, plus de 1000 personnes ont été contaminées. Des médecins, et pas seulement eux, imputent la responsabilité de cette flambée des chaos politiques, pouvoir comme opposition, qui ont rivalisé en mobilisation de foule ces derniers temps. Les récentes violences à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, les sanctions sont tombées. Et le moins que le journal Le Quotidien puisse dire est que l'UCAD a eu la main lourde. 250 étudiants étaient convoqués devant le conseil de discipline vendredi dernier suite aux violences notées après les élections des amicales. 45 étudiants ont écopé des sanctions les plus lourdes. Un étudiant parmi eux a été exclu de façon perpétuelle, tandis que les 44 autres ont écopé d'exclusion allant de 2 à 5 ans. Retour dans l'Observateur. Le journal nous apprend que Wally Balagosek, accusé de faire la promotion des LGBT, va passer à l'acte par le biais de son pool d'avocats. Le chanteur va envoyer des citations directes à des responsables de sites internet ainsi qu'aux personnes qui l'attaquent sur les réseaux sociaux. Ce drame à Diaspalam, à Notodiobas, à la une de Libération. Hassan Ndiaye, 6 ans, abattu par son oncle. Le journal raconte que Sadi Kebe manipulait son arme dans une chambre quand le coup est parti. Le garçon a été atteint en pleine tête, arrêté par les gendarmes après une cavale. Il ne disposait d'aucun papier. Les faits se sont déroulés dimanche dernier. À vos kiosques et bonne lecture.